J'aimerais commencer par vous poser une question. Savez-vous ce qu'est le temps ? Alors là, si vous pourriez me répondre, vous me direz très certainement que oui, vous le savez, parce que vous le ressentez, et j'imagine d'ailleurs que vous ne doutez pas un instant de sa réalité physique. J'aimerais quand même vous faire douter sur ce dernier point. En fait, depuis une centaine d'années, les physiciens, ou en tout cas ceux qui adhèrent à la théorie de la relativité d'Einstein, considèrent que dans le monde physique, le temps n'existe pas. Mais alors, s'il n'existe pas, c'est quoi le temps ? En réalité, le temps ne serait qu'une hallucination sophistiquée provoquée par notre expérience consciente de la réalité. Par exemple, le physicien et philosophe Étienne Klein propose que le temps, celui que nous ressentons, ne serait peut-être que le fruit de notre subjectivité. Et ce soir, pour vous le démontrer, j'aimerais commencer par un exemple. Il y a un peu plus d'1 an, je marchais le long d'une avenue avec un ami, et après quelques instants, il m'a fait remarquer que nous allions trop vite et qu'il n'arrivait plus à suivre le rythme. J'ai donc ralenti le pas, adopté son rythme, et nous avons repris le cours de nos discussions. Et je me souviens encore très bien de cette sensation inconfortable de ralentissement. Le temps ne passait plus du tout à la bonne vitesse, et la distance me paraissait tout d'un coup beaucoup plus éloignée qu'auparavant. Mais alors, pourquoi nous ne percevions pas le temps de la même façon ? Eh bien, en fait, c'est précisément ce qui me passionne. Comment l'activité conjuguée de milliards de neurones, eux-mêmes interconnectés dans un nombre étourdissant de synapses, peut nous donner la notion de temps. Et cette question est essentielle car sans cette capacité que nous avons à ressentir le temps, mais aussi à nous projeter dans le passé ou dans le futur, nous serions complètement figés, piégés dans l'instant. Alors que tout ce que nous faisons est rythmé et ancré dans le temps. Sans avant et sans après, est-ce que vous pensez que nous pourrions quand même exister ? Ce soir, je vous ai dit que le temps est une affaire de conscience, mais plus précisément, une affaire d'expérience dans l'environnement. Et même si j'aurais aimé pouvoir vous parler de l'influence que peut avoir la quantité de lumière qui atteint votre rétine ou encore celle de la chaleur environnante sur votre capacité à vous situer dans le temps, je ne vais vous parler ce soir que de mon objet d'étude, à savoir la mécanique cognitive, et par conséquent cérébrale, du temps. Mais pour le comprendre, il faut d'abord comprendre ce qu'est la cognition. En fait, à une époque, nous pensions que le cerveau, berceau de la cognition, fonctionnait à l'image d'un ordinateur, une sorte de supercalculatrice logée entre nos deux oreilles, qui ne va interagir avec le corps que pour le déplacer ou échanger des informations avec son environnement. Alors, je vous rassure, et je me rassure certainement un petit peu aussi, plus personne ne pense comme ça. Depuis les années 90, nous avons abandonné cette tradition de pensée cartésienne qui nous invitait à séparer à tort le corps et l'esprit. Mais comme votre main ou comme votre cœur, votre cerveau fait bien partie de votre corps. Et cette cognition, c'est-à-dire celle qui vous permet de planifier, de vous souvenir ou encore de penser, ne va pas se cacher dans un recoin de votre cerveau, isolé des réseaux moteurs et sensoriels. Vous sentez, vous agissez, mais aussi vous pensez avec votre corps dans l'environnement. Si bien que tout ce que vous faites, le moindre apprentissage que vous allez réaliser, est par définition indissociable de votre corps et de votre environnement. C'est donc depuis votre plus tendre enfance que toutes ces expériences, ces interactions avec et dans l'environnement, qui vont façonner littéralement votre cognition. Ok, alors comment ? En fait, c'est très simple. Pour réaliser une action, vous allez devoir utiliser tout un panel de réseaux. Parmi ces réseaux, si vous êtes en train de bouger, vous allez retrouver les réseaux moteurs. Vous allez aussi retrouver des réseaux qui reçoivent les informations de votre environnement ou qui perçoivent les informations de votre corps. Plus ces réseaux vont être actifs simultanément, plus ils vont renforcer leurs liens. Et il suffira ensuite d'activer l'un de ces réseaux pour pouvoir activer tous les autres. On appelle cette règle d'apprentissage la loi de Hebb. What fires together, wires together. Donc, en français, si vous préférez, qui s'électrise ensemble, s'assemble. On va prendre un exemple concret, on va prendre l'exemple du langage. Derrière chaque mot, vous avez accumulé un certain nombre d'expériences. Et généralement, elles sont assez similaires.
Enfin, jamais vous n'entendrez un parent pointer la lune en disant à son enfant « Tiens, mon chéri, croque dans cette pomme ». Enfin, si jusque-là, tout est normal. Eh bien, figurez-vous que le célèbre psychologue allemand Friedmann Pulvermüller et ses collègues à l'Université libre de Berlin ont montré que la lecture de verbes d'action, et donc leur seule compréhension, utilise les réseaux moteurs qui vous permettent de réaliser ces mêmes actions. Ce que ça veut dire, c'est que quand je dis le mot « cueillir », je provoque en cet instant l'activation des neurones moteurs qui vous permettent de bouger votre main. Ok, tout ceci pour en revenir au temps. Comment un concept aussi abstrait, c'est-à-dire qui n'a aucune correspondance physique avec laquelle nous pourrions directement interagir, peut prendre racine à partir d'expériences avec le monde? Le temps est quelque chose d'impalpable, il n'existe aucun stimulus et nous n'avons d'ailleurs aucun organe sensoriel qui lui soit spécifiquement dédié. Il est insaisissable. Et pourtant, je suis certaine que si je vous pose la question, vous êtes tous ici, plus ou moins capables, de me dire que je parle depuis environ 5 minutes. Et cette capacité que nous avons à estimer le temps n'est autre qu'une construction mentale subjective et relative, avec la sensation qu'il s'accélère, qu'il ralentit, voire qu'il s'arrête. Mais alors on en revient toujours à cette même question, à partir de quelle expérience dans le monde physique le percept de temps émerge-t-il? Et comment le saisissons-nous par le biais du langage? Alors si vous vous rappelez le titre de ma présentation, vous n'allez pas être très étonnés, je vais vous dire que le temps et l'espace ne font qu'un. Notre capacité à ressentir le temps, mais aussi à comprendre les notions de passé et de futur, se construit à partir de nos expériences dans, mais surtout avec l'espace. En fait, on expérimente le fait que temps et espace sont étroitement liés à chaque fois qu'on va se déplacer d'un point A à un point B. On est tous d'accord ici, le temps qu'il me faut pour atteindre le premier rang sera nécessairement plus court que pour atteindre le rang du fond. C'est-à-dire que chaque nouveau pas que je réalise là, maintenant, est un nouvel instant. Et ce nouvel instant, il balaye l'instant précédent, mais aussi l'espace d'où je viens. Je suis donc littéralement en train de voyager dans l'espace-temps. C'est le psychologue Vincent Walsh qui explique d'ailleurs très bien que cette interdépendance qui existe entre le temps et l'espace ne serait que le résultat du besoin que nous avons de traiter simultanément les coordonnées spatiales et les coordonnées temporelles de chacun de nos mouvements. Ce couple temps abstrait et espace concret est universel et s'observe dans de nombreux domaines. L'un des exemples les plus frappants remonte à 1954 avec un effet que les chercheurs ont appelé à ce moment-là l'effet Kappa. Dans cette expérience, ils ont demandé à des participants d'estimer la durée qui sépare deux événements. On allume une première lampe, puis une seconde lampe, toujours avec 8 secondes d'intervalle. Mais ce qu'on faisait ici, c'est qu'on augmentait petit à petit la distance physique entre les deux lampes. Eh bien, l'effet Kappa, c'est tout simplement le fait que plus on augmentait la distance entre les deux événements, plus les participants avaient l'impression que le temps qui les séparait était grand, alors qu'il ne changeait pas. Ok, on va revenir dans le présent et on va parler un petit peu d'imagerie. Grâce aux techniques d'imagerie, nous savons aujourd'hui que temps et espace partageraient les mêmes bases cérébrales. Premier exemple. Il existe dans notre hippocampe, une structure profonde dans le lobe temporal, des neurones que nous avons appelés les cellules de lieu. Nous les avons appelées de cette façon parce que ces cellules vont coder en permanence notre position dans l'espace. Bien, les chercheurs qui se sont intéressés au temps ont découvert que ces mêmes cellules codent conjointement le temps. Maintenant, si on dézoome et que l'on s'intéresse aux assemblées de neurones que forment les réseaux, eh bien, des psychologues et neurobiologistes ont montré que parmi les réseaux essentiels pour le temps, on retrouve des réseaux qui sont essentiels pour le mouvement, pour la cognition spatiale, mais plus précisément pour notre planification du mouvement dans l'espace. Et ce couple est universel, mais aussi culturel. En fait, pour les personnes habituées à lire de la gauche vers la droite, le concept de temps, c'est-à-dire notre manière d'imaginer le temps, serait organisé spatialement, s'écoulant le long de deux axes. Un premier axe avant-arrière, avec le passé derrière et le futur devant, et un second axe gradué de la gauche vers la droite. Alors que pour les personnes habituées à lire de la droite vers la gauche, comme l'arabe ou l'hébreu, ce second axe est inversé.
Et pour le mandarin, eh bien, le temps s'écoulerait du haut vers le bas. Les travaux que nous menons au laboratoire de psychologie cognitive à Marseille portent sur ce dernier point. L'incarnation du temps, mais aussi sa conceptualisation. Et dans une dernière étude, nous avons voulu savoir si nous étions capables de perturber la seule compréhension de mots faisant référence au temps, donc au passé ou au futur, en perturbant leur organisation dans l'espace. Pour faire ça, nous avons présenté à des participants des verbes qui existaient ou qui n'existaient pas. Ils étaient tous conjugués au passé ou au futur. Les participants les voyaient apparaître un à un et devaient tout simplement décider si les verbes existaient ou non. Pour faire ça, les participants devaient réaliser un mouvement sur une tablette qui enregistrait non seulement leurs réponses, mais aussi leur temps de réponse. Et on les avait mis dans deux conditions. Soit la réponse oui se faisait dans un sens qui était cohérent avec la direction de l'axe temporel, soit il allait dans le sens opposé. Nous avions ainsi prédit que contredire l'organisation spatiale du temps allait non seulement perturber les mouvements des participants dans l'espace, mais aussi perturber leur compréhension des mots. Eh bien, c'est ce que nous avons observé. Les participants faisaient plus d'erreurs, c'est-à-dire qu'ils arrivaient moins à décider si un mot existait ou pas, et ils mettaient aussi plus de temps pour répondre lorsqu'on leur demandait de contredire la position du temps dans l'espace. En conclusion, ce que vous devez retenir ce soir, ce n'est pas cette expérience-là, c'est plutôt autre chose. La première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que le temps semble bien émerger de notre expérience consciente de ce que nous pensons être la réalité. Nous apprenons à estimer et à conceptualiser le temps à partir de nos expériences dans l'environnement. Ce sont nos mouvements et donc notre système moteur qui donnent le rythme. Et c'est sans doute pour cette raison que me forcer à faire des pas plus lents pour suivre mon ami provoque chez moi cette double sensation de temps qui ralentit et d'espace qui s'agrandit. J'aimerais vous laisser avec juste un dernier mot. Ce soir, je suis venue vous parler du temps et au cours des 10 dernières minutes, je n'ai pas arrêté de vous parler du couple inséparable qu'il forme avec l'espace. Mais peut-être qu'il ne s'agit ici que d'une illusion que les physiciens avaient déjà remarquée et que nous pourrions formuler de cette façon. Temps et espace ne pourraient-ils pas être deux versions d'une même entité, mais vues sous deux angles différents ? Si cela s'avérait vrai, il faudrait peut-être reconsidérer complètement celle que nous aimons appeler la quatrième dimension de notre univers. Merci.